Et, au niveau des informations, au niveau de la radio, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe actuellement, par exemple? On entend beaucoup parler du Niño, de la Niña. Oui, ça c'est un mécanisme amplificateur. C'est tout ce que je sais dans ce boulot. D'accord. Le ralentissement du Gulf Stream et des courants d'Atlantique. Oui, ça c'est un phénomène qui est lié au réchauffement des pôles, parce que les glaciers sont en train de fondre, c'est le jet stream, ce qui fait qu'effectivement, des courants qui sont censés passer plus vite, par ondulation, ils stagnent plus longtemps. Mais est-ce que vous avez une idée de pourquoi aujourd'hui il fait chaud, par exemple? Il y a des manipulations aussi sur le climat, en fait. Les pluies artificielles, aujourd'hui il y a quand même pas mal d'artifices utilisés qui, à mon avis... Alors il y a un milieu effectivement qui est impacté. Et est-ce que vous savez quelle est la première source qui réchauffe? C'est assez élémentaire, ça. Le soleil. Le soleil, voilà. Donc c'est pas le CO2 la première source de réchauffement climatique, c'est le soleil. Donc pourquoi un territoire se réchauffe plus qu'un autre? Parce qu'il est moins protégé. Parce qu'il est moins protégé, effectivement. Il est moins protégé par la couche d'ozone. Non, il est moins protégé par les strates herbacées, arbustives, arborées. Et ce système-là vivant permet justement de réduire la chaleur. Alors comment? C'est-à-dire que quand le soleil tape le système Terre il a deux grosses solutions pour refroidir. Comme tout corps terrestre, même vous, on renvoie des rayons infrarouges. Ça, c'est le premier processus. Mais avant les rayons infrarouges, il y a l'évaporation. Il faut savoir que pour que d'une goutte elle finisse vapeur, ça puise énormément d'énergie. Et c'est l'énergie qui est prélevée des structures terrestres qui chauffent avant de renvoyer des infrarouges. Aujourd'hui, le problème, c'est que le CO2, il empêche à la Terre de refroidir. Comment? C'est-à-dire que la Terre, elle chauffe, elle renvoie des infrarouges qui sont censés repartir dans l'espace. Sauf qu'aujourd'hui, le CO2, il fait tampon par rapport aux infrarouges et il les renvoie dans tous les sens. Ce qui fait qu'on a un réchauffement global depuis le pré-industriel qu'on estime à 1,5 degré de moyenne et qui va aller jusqu'à 4 degrés si on ne fait rien en rapport à nos émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il fait 29 dans un mois d'avril. C'est de l'air qui vient de l'équateur via le jet stream. Le problème, c'est que l'équateur, malgré qu'il y ait de la tenue c'est la capacité d'un milieu à amortir les chocs hydriques et thermiques. Aujourd'hui, l'Amazonie elle est impactée par le déboisement. L'équateur il est impacté à cause de l'agriculture, parce que évidemment on déboise énormément, on produit beaucoup pour le bétail, et le souci c'est que les sols sont en train de se perdre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quand un sol n'a plus de tenue, n'a plus de capacité hydrique et thermique, il chauffe comme une plaque de métal. Il chauffe très vite et il refroidit très vite. Alors aujourd'hui, l'équateur, c'est l'endroit de la Terre qui a le soleil, aussi que ça tape le plus, parce que le soleil il a la verticale, ce qui fait que ça chauffe énormément. Contrairement au pôle, le soleil il y a une diagonale, ce qui fait qu'il tape sur une surface déjà plus large, et en plus les glaciers sont blancs, ils renvoient une partie du rayonnement solaire. Donc là, en équateur, c'est l'activité humaine qui fait que le territoire n'est plus en capacité d'amortir le rayonnement solaire, et donc il chauffe. Le souci, c'est qu'après, de l'équateur étant, on va sur le subtropique. Le subtropique, c'est là où il y a le Sahara, c'est là où il y a les déserts. Donc là, c'est un amplificateur. Après, ça passe par l'Europe et ça arrive en France. Sauf que l'Europe, de par son activité, elle est en train de perdre la tenue du territoire, et la France, de par son activité, est en train de perdre la tenue de son territoire. Ce qui fait que ça n'amortit plus. Alors aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, les communes, ils plantent des arbres. Et ça, c'est partout. C'est chez vous au Pays Basque, c'est dans les Landes, c'est au Béarn, c'est partout en France. Les communes se vantent de planter des arbres. Mais un arbre, s'il n'a pas de milieu, c'est un objet qui réchauffe. C'est-à-dire que si on plante un arbre, qu'il n'y a pas de continuité écologique, il n'y a pas de sol vivant, il n'y a pas de strates herbacées, il n'y a pas d'arbuste avec un enracinement profond, il n'y a pas une structure de sol avec de la matière organique, de l'humus, de la porosité, des espaces d'air et d'eau, une rétention en eau, l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? En plein dedans. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il faut baisser le CO2. Alors ça, c'est génial, parce que tout le monde croit que c'est le CO2 qui conduit aux chaleurs qu'on a actuellement.
alors que les chaleurs qu'on a actuellement, c'est lié au soleil, donc c'est lié au local, c'est pas lié au global. Baisser le CO2, c'est un rapport aux infrarouges. Mais comme je vous ai dit, s'il y a de la tenue, il y a de l'évapotranspiration, et ça prend l'énergie en amont avant que ça reparte en infrarouge. Donc déjà, si on remet de la tenue, il y a moins d'infrarouge, ce qui fait que le CO2, il renvoie moins d'infrarouge. Donc la température globale, elle va monter moins vite. Ça, c'est déjà le premier facteur à l'instant T. Le souci du CO2, c'est que ça va tenir dans l'atmosphère des décennies, des centaines d'années, voire des milliers d'années. Ce qui fait que même si on baisse notre rapport au CO2 maintenant, c'est pas nous, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont bénéficier d'une baisse de la température globale, ça sera bien plus loin. Là, la première capacité que nous on a, ça serait de restaurer les territoires. Mais le problème, c'est qu'on positionne des choses comme des objets en pensant que ça va faire quelque chose. Moi, dans ma commune, et dans les communes aux alentours, ils sont en train de se vanter, comme je vous ai dit, ils plantent des arbres. Donc ils mettent un commentaire, on est en train de revégétaliser, et donc on va refroidir le territoire. Pas du tout. Et donc ils mettent que c'est l'ombre des arbres qui va refroidir le territoire. C'est pas l'ombre qui refroidit le territoire, c'est l'évapotranspiration. C'est elle en fait qui refroidit le territoire. Mais si on plante un arbre sans la tenue, sans la complexité qui va avec, il va rejeter du CO2, comme je vous ai dit, il va pomper l'eau du sol, donc il va accélérer. Donc là, le problème, il est aussi au niveau des élus. C'est-à-dire qu'un maire, aujourd'hui, il faut qu'il ait une capacité à coordonner son territoire. Il ne peut pas se permettre de faire de l'urbanisme partout, à tout va, dans le sens où il y a des capacités du territoire à absorber. C'est aujourd'hui, on minéralise tout, on construit beaucoup d'habitations, on fait venir des flux. En plus, vous voyez par exemple à Saint-Paul-et-Dax, dans les Landes, ils ont créé 2000 habitants. 2000 habitations, pardon. Sauf qu'ils ont 750 demandes. Donc, quelle est la cohérence d'avoir construit 2000 habitations, qui vont sûrement être des couples et des enfants, sans penser aux structures, les écoles, est-ce qu'ils sont en capacité d'accueillir les voies, est-ce qu'ils sont en capacité d'accueillir 2000 habitations de plus, ça peut comprendre par foyer 2 voitures, on va créer des flux électriques, on va créer des flux de circulation, des flux d'eau, des flux de gaz, et par la minéralisation, on va créer de l'infrarouge. Est-ce que le territoire est en capacité d'amortir cela? Et en fait, aujourd'hui, on ne réfléchit pas. En urbanisme, on ne réfléchit pas en termes de tenue. Est-ce que le territoire est en capacité ou non? Ce qui fait qu'on est en train d'accentuer un phénomène et qu'on dit résoudre en plantant des arbres. C'est génial quand même. Après, il y a un autre souci, c'est que l'humain, il a une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que oui, il fait plus chaud, mais on crée des clims. Donc on est en train de tout climatiser, où maintenant il y a une tendance, on brumise dans les villes. Il faut savoir que la climatisation, elle renvoie de la chaleur à l'extérieur. Donc elle accentue encore le phénomène de perte de tenue, parce qu'elle alourdit encore les masses d'air avec de la chaleur. Donc on crée des artefacts, c'est notre façon à nous de dire ok, on est en train de mettre le bordel partout, par contre avec des artefacts, on va faire des éoliennes, on va faire des voitures électriques, on va faire des panneaux solaires, on va faire tout un tas d'artefacts qui nous permettent encore de subsister et de continuer à prélever des ressources. C'est pour ça que médiatiquement, on est en train de nous bassiner sur le CO2, parce que c'est un moyen ultra facile d'expliquer aux gens que le climat se dérègle à cause de nos émissions, et ce qui fait que tout le monde culpabilise. Vous et moi, on a peut-être une maison qui est mal isolée, on roule peut-être avec du diesel ou de l'essence, ou un tracteur pour les champs, ou un camion pour le routier, et tout le monde se dit, ah ben mince, il faut qu'on mette l'argent, il faut qu'on isole, il faut qu'on mette des clims, il faut qu'on roule en voiture électrique, il faut des panneaux solaires, il faut des éoliennes. Et c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui il fait 29 degrés. C'est la perte de tenue des territoires. Et aujourd'hui, le souci, il est là. C'est que beaucoup confondent le rapport du CO2 avec la moyenne globale qui est en train d'augmenter et la tenue des territoires. Donc là, on s'aperçoit que mondialement, on est en train de perdre de l'eau. Alors l'eau, elle ne se perd pas. C'est-à-dire que l'eau, elle part dans l'atmosphère. Aujourd'hui, le plus gros gaz à effet de serre, il faut le savoir, c'est la vapeur d'eau. C'est 60%. On est content. Pourquoi changer notre habitude? Mais parce qu'aujourd'hui, les territoires ont changé. Les territoires, ils n'ont plus la même capacité, les sols n'ont plus la même capacité, les flux qui nous arrivent dessus sont beaucoup plus chauds. Et donc, si on ne modifie pas nos modes de fonctionnement et d'entretien des espaces verts, ça va se casser la gueule encore plus vite. Alors, par exemple, un gazon en dessous de 10 cm, il faut savoir que le sol passe en mode de stress hydrique, c'est-à-dire que le sol, normalement, à 5 cm du sol, il y a un biofilm,
c'est là où il y a les bactéries, c'est là où il y a les mycorhizes, c'est là aussi qu'il y a les vers de terre. Et en fait, ils vont construire des galeries, de la porosité, microporosité des espaces d'air et d'eau, et donner de la matière au sol pour que justement l'eau y reste. Quand on tombe à 4 cm, le biofilm il se casse. Le sol il passe en stress hydrique, ce qui fait qu'il retient déjà plus l'eau. Donc partout là où vous voyez des tontaras, on est déjà en train de perdre de l'eau. C'est aussi bête que ça. On peut parler de l'écobuage. Autrefois on le faisait, il n'y avait pas de problème et nos territoires avaient de la tenue. Aujourd'hui nos territoires n'ont plus de tenue. C'est une catastrophe parce que quand on brûle tout le biofilm. Et comme je vous ai dit, un arbre, s'il n'a pas l'environnement qui va avec, il émet du CO2 en fermant ses stomates, il puise l'eau du sol. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de lessiver la matière organique, on est en train d'accélérer la minéralisation et l'érosion. Et donc l'écoulement d'eau, on est en train de réchauffer le territoire. Le problème, c'est que quand un territoire réchauffe avec des flux qui viennent de l'équateur et qui sont chauds, ça amplifie le phénomène. Donc les habitants, ils ont une perte d'humidité. Il faut savoir que nous, on est des holobiontes. L'espèce humaine, c'est un animal parmi d'autres. On est des holobiontes. Sans bactéries, on meurt. Les bactéries, elles façonnent notre système cognitif, notre façon de penser, de se projeter, de faire confiance. Plus notre microbiote s'effondre, plus on se rigidifie. On est plus agressif, on est moins communicatif, on a moins confiance, et on le voit là au niveau des pays, tout le monde se tire dessus. Mais il y a aussi les milieux qui sont en train de s'écrouler. Ça coïncide avec le fait que les milieux s'écroulent, les tensions qui sont en train de régner. Il n'y a pas qu'un rapport à l'économie, il y a aussi un rapport avec le milieu qui est en train de s'écrouler. On est en train de se rigidifier. Alors le problème, par exemple sur des écobuages, c'est qu'en cassant le biofilm, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que les plantes, elles font des coves, des composés organiques, qui permettent aux bactéries de rester dans l'air. Nos muqueuses, elles ont besoin d'hydrométrie, d'humidité, mais aussi de bactéries pour notre système immunitaire. Une baisse d'hydrométrie, c'est 40% de plus d'allergies. Ça, il faut le savoir. Et notre système immunitaire, il tombe. Ça veut dire que des pratiques culturelles qui jusqu'à maintenant ne causaient pas de problème, aujourd'hui causent des problèmes. On ne dit pas que c'est pas bien ce qu'ils font. On dit que ce qu'ils font aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut que ça change. Quand les communes ils tombent à 4 cm, ça ne va pas. Il faut que ça change. Le problème aussi, c'est que les gens, eux, s'ils voient un gazon à 10 cm, 15 cm, ils écrivent à la mairie, c'est trop long. Ça va pas, il va y avoir la peur du serpent, ou des souris, ou n'importe quoi, mais enfin bref, ça va pas. Et donc, moi je me bats pour dire aux gens, non mais, tout le monde peut apporter sa graine à l'édifice, il suffit d'avoir un jardin, mettre un arbre pour l'ombrage, accompagné d'arbustes, de faire des strates herbacées, de ne pas tomber en dessous de 10-12 pour garder un biofilm. Rien que là, déjà, on participe. Ça veut dire que notre biotope, il va créer un microclimat qui va à vous apporter de la santé, mais aussi absorber les chocs thermiques et puis apporter de l'humidité. Pour les enfants, c'est génial. Ça veut dire que aujourd'hui, on dit c'est la tablette, c'est la tablette, c'est la tablette. Moi, je suis désolé, j'ai 46 ans, je suis de la génération Atari, Nintendo, Sega. On est la génération qui avons été le plus émergée de toutes les innovations. On passait notre temps en VTT dehors. Notre système cognitif n'était pas le même. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ils sont bourrés de pesticides, bourrés de cadmium, de métaux lourds. Ils ont un système immunitaire en baisse, un microbiote en baisse. Ils ont des soucis que nous, on n'avait pas. Nous, on était tout le temps dehors. On créait notre propre société, nos parents n'étaient même pas au courant. Ça allait très bien. Notre système immunitaire il est au taquet. Aujourd'hui, le milieu a changé. Les enfants ont changé. L'humain est en train de changer, il est en train de se rigidifier. Il faut qu'on prenne conscience que le milieu, c'est une continuité de ce que nous sommes. Si on impacte le milieu, la biomasse d'insectes a disparu. Les insectes, c'est un eutrophique. Il faut savoir que les insectes décomposent la faune, la flore, ils permettent d'incorporer dans les différentes strates du sol les champignons, les bactéries. C'est des ingénieurs et ils pollinisent 80% des plantes sauvages. Ça veut dire que quand on a une baisse de 75% de biomasse d'insectes, c'est placardé partout. Tout le monde est censé être au courant sur les insectes. Personne ne dit rien parce que l'insecte ne fait pas de bruit. L'insecte il ne manifeste pas. L'insecte il meurt petit à petit. On ne le voit pas. Et ce qui est dérangeant, c'est qu'on ne le voit pas, mais ils sont à la base du cycle de l'eau.
Ça veut dire que la biodiversité telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une évolution. L'Amazonie, c'est pas là-bas, l'Amazonie, elle commence ici, quoi. Hein. Allez, l'Amazonie, c'est une forêt primaire, ça veut dire que c'est une forêt où c'est qu'il n'y a pas d'impact humain. Mais pour vous donner un exemple, quand je vous disais qu'on est des... Elle commence partout. Elle commence partout. Sauf qu'aujourd'hui, nous, en France, on a des forêts qui ont une moyenne d'âge de 25-30 ans. Pour ainsi dire, c'est des bébés. Là-bas, elles ont des milliers d'années. Ça veut dire qu'au niveau de la coévolution, au niveau de la génétique, une plante peut muter d'une année sur l'autre. Chez nous, aucune plante mute d'une année sur l'autre. Si, elles vont muter, mais pas physiquement. Elles vont muter, c'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, être résistantes aux pesticides, à la variante de pH, au choc hydrique, thermique. Donc, oui, il y a des mutations qui se font, mais pas au niveau physique. En Amazonie, une plante, elle peut changer d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'une plante, par exemple, elle va créer une toxine pour tuer la chenille qui l'emmerde. L'année d'après, la chenille, elle s'est adaptée, elle va supporter la toxine. Alors la plante, l'année d'après, elle va mimer des œufs sur ses feuilles, et ainsi de suite. C'est un combat rituel, en fait, la nature. Chez nous, c'est des bébés. C'est une adaptation sur du long terme, pas sur du court terme. Chez nous, c'est des bébés, et le problème, c'est qu'on dit, oui, les forêts sont en train de s'assécher en France. Mais c'est pas le manque d'eau, c'est les sols. Ça veut dire qu'on fait des coupes rases à tir-larigot, et on fait des plantations d'arbres. Mais une forêt, c'est pas un alignement d'arbres. Une forêt, ça a des strates herbacées, ça a des strates arbustives, ça a des strates arborées. Une forêt, ça a un sol vivant, ça a une biodiversité. Ça, c'est une forêt. Alors on dit, en France, la forêt est en train de prendre du territoire. Non. En France, la simplification est en train de prendre du territoire, la monoculture est en train de prendre du territoire, et les exploitations agricoles qui se cassent la gueule parce qu'aujourd'hui on veut du grand, du fort et des grosses ressources à la banque et que les petits ne peuvent pas tenir, et bien petit à petit il y a des arbres qui s'implantent. Et c'est des arbres qui s'implantent sur quoi? Des arbres qui s'implantent sur des sols qui sont morts. Donc c'est des milieux qui n'ont aucune résilience. Ils auront peut-être une résilience dans 40 ou 60 ans. Mais ici et maintenant, on s'en fout que la forêt elle augmente. Parce que la forêt elle augmente mais en simplification. Elle augmente, nous ce qu'on veut, c'est une forêt qui augmente en complexité, justement pour qu'elle puisse amortir, pour qu'elle puisse stocker du CO2. Donc, regardez par exemple une forêt amazonienne, comparée à une forêt française. À votre avis, combien de pourcentage de CO2 elle absorbe de plus qu'une forêt de monoculture ou une forêt exploitée ou une forêt dégradée en France? Combien de CO2 elle absorbe de plus en pourcentage que nos forêts? 75%. Elle absorbe 75% de plus de CO2. Et c'est lié au sol. C'est-à-dire qu'une forêt aujourd'hui, les petites forêts qui sont, les petits arbres, les petits sols et tout ça qui sont en train de s'installer là sur les zones agricoles qui sont plus utilisées, il va falloir peut-être 40 ou 60 ans pour que ça crée de l'humus et pour que ça commence à être un peu fonctionnel. Il faut 300 ans pour qu'elle ait un cycle fonctionnel et qu'elle soit autonome, la forêt. Et donc notre mode de foresterie ne va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des coupes rases à tout va, on crée du biogaz donc à base de bois, mais ce qu'on ne comprend pas, on stocke du CO2, c'est bien dans les tableaux Excel. On coupe du bois, on fait des constructions en bois, on est en train de stocker du CO2. Mais ça ne fonctionne pas, parce que quand on fait une coupe rase, tout le CO2 qu'il y avait dans le sol, il est libéré dans l'atmosphère. Donc on est en train d'accélérer, d'une part, parce qu'on libère du CO2, d'autre part, c'est que l'infrastructure qui est évaporée, maintenant, elle dégage des infrarouges. Et puis en plus, on est en train de perdre l'humidité du sol, qui sert à refroidir notre territoire. Donc notre mode de fonctionnement, il est basé sur les ressources. Alors, l'histoire de l'humain hors sol, c'est-à-dire que l'humain, à la base, c'était un vivant parmi d'autres. Et du jour au lendemain, on est devenu un humain hors sol. Alors, désolé pour les croyants, mais autrefois, la religion, c'était les éléments. Les païens, c'était les éléments. Et certaines cultures, d'ailleurs, sont encore les éléments. Et il y a 3500 ans, on a mis un dieu au-dessus du système Terre. Et nous, on s'est mis en dessous du dieu, au-dessus du vivant. On a commencé à se séparer du vivant. Après, notre langue, le jeu grammatical, il a 300 ans, nous a positionnés en tant que sujet dans un milieu. Non, on est le milieu. On n'est pas un sujet qui observe le milieu. Mais le jeu nous a positionnés en tant que sujet. On devient un sujet qui observe un milieu. Et il y a 100 ans, après-guerre, rayonnement infrarouge, et qui va pulser du CO2. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre des artefacts partout, de planter des arbres partout, sauf que les artefacts, ils dépendent de quoi comme ressources?
tous les artefacts qu'on est en train de créer, les voitures électriques, les panneaux solaires, les éoliennes, les portables, les climatisations, c'est des ressources minières. Et donc on est en train d'aller taper sur des zones déjà désertifiées, donc on accentue encore le processus, ou sur des zones avec des forêts comme en Amazonie, ou un peu partout, où c'est qu'il y a justement ces ressources-là. Et donc, on dit qu'on est en train d'essayer de réparer, et de réparer quoi? Quelque chose qu'on est en train de créer, ça n'a pas de sens avec des artefacts qui sont en train d'accélérer le réchauffement. Donc déjà, il faut se dire, il faut reformer nos élus. Nos élus, ils n'ont pas de compétences. Nos élus, je suis désolé, les plantations, c'est du décor. C'est pas du fonctionnel. L'urbanisation, elle n'est pas réfléchie en termes de capacité du territoire à absorber ou non les flux qu'on va créer. Aujourd'hui, nos élus, ils sont carrément pas... Moi, je suis les élus d'un peu partout dans les Landes, au Pays Basque. Dès qu'il y a des lives en direct qui discutent, je suis là et je m'aperçois qu'ils n'ont aucune connaissance. Ils travaillent avec des associations. D'ailleurs, les associations, c'est eux qui font le gros du boulot, la plupart du temps. C'est facile, ça ne coûte pas cher. C'est intéressant, les associations. Mais le problème, c'est que ça manque de compétences. Et là, il faut vraiment qu'on commence à dire à nos élus, écoutez, on vous a élu maire, on a un territoire, on a un patrimoine, notre territoire, il a de la résilience. Avant tout projet, réfléchissez en termes de tenue. Est-ce que le territoire est capable ou non d'amortir les flux qu'on génère? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait en plus? C'est-à-dire, ok, on va minéraliser d'un côté, on va créer des habitations. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour amortir les flux? Qu'est-ce qu'on va générer en espace végétalisé fonctionnel pour amortir cela? Aujourd'hui, on ne fait pas. Aujourd'hui, on crée un espace minéral, on met un peu de gazon, on met quelques arbres, ça fait joli, c'est pas fonctionnel. On est obligé d'arroser, c'est inutile. Oui, donc là, vous avez une subvention et une municipalité pour faire l'hiver. Exactement, des subventions de l'Europe. Par exemple, ma commune, les 150 arbres qu'ils ont payés, c'est des subventions de l'Europe. Le but, c'était 2000 arbres, je crois, en tout. C'est tendance, il faut mettre l'hiver. Mais c'est-à-dire que, dans leur tête, l'arbre crée de l'ombre, et donc l'arbre refroidit. L'ombre, c'est une sensation. Effectivement, quand on est à l'ombre et qu'on n'est pas en plein soleil, on a moins chaud. C'est comme en Chine, on met des parapluies au-dessus de la tête. Mais c'est pas ça qui refroidit l'air. C'est l'évapotranspiration. Et pour ça, il faut que ça soit fonctionnel. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on pose ça comme des objets, on oublie que c'est vivant, que ça fait partie d'un cycle, et c'est là que tout démarre. Il y avait un exemple sur une commune, je pense que c'est la commune de Chartres qui a enlevé tous les arbres. Elle a mis des beaux parasols design dans la place pour faire de l'ombre. Et sûrement des brumisateurs, Et voilà. des artefacts. Donc on ne sent pas que l'arbre, c'est pas que de l'ombre. Oui, l'arbre il refroidit l'énergie que le soleil renvoie avant que le sol renvoie des infrarouges. Souvent ça s'est fait en plus sans la concertation des fois des habitants. C'est fait un peu Ah, tout à fait. la nuit ou Alors après, il y a une autre mode, c'est la tonte différenciée. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, on laisse des endroits hauts. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai étudié à côté de ma commune, parce que j'ai mon enfant, il est à l'école à Saint-Paul-les-Dax, je ne dis pas l'adresse. Donc je m'intéresse un peu à la commune de Saint-Paul-les-Dax et je vois qu'ils font des publications, c'est bien, hein, ils mettent des arbres, ils cassent un peu les bétons. Ça veut dire que normalement l'arbre il est entouré de béton, là ils cassent un peu, ils laissent des rectangles, mais c'est du sol. Ils vont pas mettre de la prairie par exemple, pour que le sol regagne en tenue, ou ils vont pas mettre un arbuste avec un enracinement trop fort. Non, voilà, ils ont laissé un peu plus de sol, ça n'a aucun sens. Ça participe pas au fait que l'arbre il va végétaliser un peu plus. Et donc ils font de la tonte différenciée. Donc ils ont un protocole A, B, C. Et le protocole A et B, c'est en dessous de 10. Donc en dessous de 10, ça passe en mode stress, ce qui fait que du coup, le sol, il émet des infrarouges, il n'y a aucune efficacité, et les arbres, ils partent en stress. C'est-à-dire qu'il n'y a que le protocole C qui est efficace, et c'est les zones auxquelles il ne touche pas. Donc, la tonte différenciée qu'il faut, dans les endroits qui sont par exemple le plus résilient au monde, et ils ont les poumons les plus sains au monde. C'est pas pour rien, c'est le milieu. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'effectivement, dans des territoires comme ça, où c'est qu'il n'y a plus de tenue, eh bien, la santé, elle régresse, les EHPAD, ils augmentent, les enfants, ils en pâtissent aussi. Il ne faut pas croire qu'on dit qu'il y a une baisse de QI, qu'il y a une augmentation de l'agressivité, tout ça, c'est lié au milieu. Il faut arrêter de dire c'est les consoles, c'est la télé.
Parce que nous, on est de la génération des mangas quand ils sont arrivés en France, c'était Ken le survivant qui mettait un doigt dans le bonhomme et la tête allait exploser. On était la génération scanner, V. Parce que vous vous rappelez de V, il mangeait des lézards. Bon, nous on était petits, on regardait tout ça, c'était ultra violent. C'est pas pour ça qu'on allait tuer le voisin ou qu'on sortait un couteau à l'école. Donc le milieu fait qu'on est en train de se rigidifier, qu'on est en train de devenir agressif, mais on peut le voir simplement. Vous prenez un chevreuil dans un écosystème sain, vous prenez un chevreuil dans des champs agricoles, il n'a pas du tout le même comportement. Pourtant, c'est la même génétique. La génétique, elle ne change pas. Ce qui change, c'est le milieu. Et le milieu, il affecte le système cognitif. Et donc, effectivement, plus le milieu se rétracte, plus notre système cognitif se rétracte, et plus il y a une espèce de forme de déni qui s'installe, mais on devient de plus en plus égoïste aussi. Et donc, ça, à la rigueur, ça nous impacte même plus ce qui est en train de se passer. On est vivant, on mange, on boit, on a une climatisation dans la voiture, on installe une climatisation à l'intérieur, il fait trop chaud, ben on va à la plage, on va se trouver un coin de forêt avec une rivière, on va en montagne tout le matin, on essaie de garder un confort, mais ça change rien à ce qui est en train de se passer. Les 29 qu'on a aujourd'hui, c'est pas dit que dans 10 ans on est 40 degrés. Et le pire, c'est qu'on n'est pas responsable. Ce qui se passe à l'équateur, ce qui se passe au subtropique, c'est pas de notre responsabilité. C'est de la responsabilité des politiques qui votent des lois qui font que cette agriculture elle vient chez nous. Mais nous, en tant que citoyens, notre seul impact, il est de ne pas consommer ces produits-là. Notre seul impact, il est de ne pas tondre à ras. Notre seul impact, on n'a pas un pouvoir politique à faire venir ou non des flux. On n'a pas un pouvoir politique à dire à un maire, non, vous ne faites pas construire une résidence ici. On n'est pas obligé de mettre la clim partout. On n'est pas obligé de mettre la clim partout. Dans la voiture, on n'est pas obligé. Dans la maison, on n'est pas obligé. Bien sûr, mais on n'est pas obligé, oui, d'accord, comme on est obligé de... Mais les personnes âgées, oui. On ne peut pas laisser un EHPAD monter à 40 degrés. Parce qu'en fait, quand on pense qu'on n'est pas responsable de quelque chose, non, on n'est pas responsable, par contre, on a un pouvoir d'action. On a un pouvoir d'action de ce qu'on mange. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où, en fait, on a un pouvoir d'action, sauf qu'on pense que en fait, notre action ne servira à rien. Non, votre action individuelle, elle sert, comme je vous l'ai dit, déjà rien que de monter la tonte à 10 cm, ça permet à votre sol d'évapotranspirer et de refroidir et d'envoyer moins d'infrarouge. Donc déjà, ça c'est super efficace. Ça vous permet à vous d'avoir une meilleure résilience, d'avoir des meilleurs poumons, un meilleur microbiote. Déjà, ça c'est personnel. À votre échelle à vous, vous pouvez faire des choses pour vous, mais qui vont aussi participer pour les autres. Mais à votre échelle à vous, vous ne pouvez rien faire en Équateur, rien faire au Sahara, rien faire au niveau du subtropique, rien faire au pôle. Les glaciers, vous n'êtes pas responsables s'ils sont en train de fondre. Ça, c'est un flux général, c'est une économie de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après-guerre, les banques, elles ont prêté, mais il fallait des modèles. Et c'est les modèles industriels qui ont gagné parce qu'ils avaient déjà les modèles économiques en place. Qu'un paysan landais qui avait des pastoraux, qui ne payait pas à titre gratuit, qui faisait les marchés avec ses fruits et légumes, il n'avait pas besoin d'emprunter à la banque. On a besoin d'emprunter à la banque dès qu'on veut mécaniser, dès qu'on veut commencer dans des grandes, qu'on veut commencer à faire de la grosse structure. Et ça, le modèle américain, il a importé en France, il a importé partout en Europe, et même au niveau mondial. On a un modèle qui est américain, c'est-à-dire que notre modèle économique, il est basé sur les ressources. On ne peut pas faire marche arrière. C'est-à-dire que si on arrête de travailler sur un modèle économique lié aux ressources, notre économie se casse la gueule. Et aujourd'hui, il y a une compétition au niveau des pays. On veut tous être la meilleure agriculture du monde. La France se vante beaucoup, mais la France, elle est désastreuse au niveau de son agriculture. On le voit avec les problèmes de Cajun, qui sont cancérigènes, et la France a l'un des plus hauts taux. Je crois que 43% de la population, ils ont un taux supérieur à la normale. Donc on parle de l'agriculture française, mais elle est désastreuse, autant que l'agriculture mondiale et européenne. On n'a plus d'agriculture résiliente. On essaie de faire revenir une agriculture résiliente. Mais ce que je veux dire, c'est que notre territoire, aujourd'hui, il est en train d'amortir des flux qui ne sont pas de notre responsabilité, si ce n'est... Ça peut être limite, comment dire, moins cher d'acheter de la viande en Roumanie que de l'acheter à côté de chez soi. Mais par exemple, vous avez raison, donnez-moi un chiffre de ce qu'on produit pour nous personnellement en France, un pourcentage. Pas beaucoup. 5%. 5%. Tout le reste c'est pour le bétail et c'est exporté. C'est une calamité. Ça veut dire qu'on est en train de tuer nos sols et notre territoire et notre tenue pour produire pour d'autres territoires. Oui, tout à fait. Oui, ça rapporte plus. On ne produit pas pour la résilience du territoire, on produit pour le fric.
Et c'est le problème de l'économie ressource. Là, aujourd'hui, on est là comme ça, on est vraiment pris par la gorge parce que voilà, des carburants. De modèles. On a des modèles sur l'INREA, par exemple, pour l'agriculture. L'urbanisation, on n'a pas de modèle. L'agriculture, on a un modèle. La foresterie, on n'a pas de modèle parce que la foresterie, on la pense en interne. On ne la pense pas en modèle de territoire. On a besoin d'un modèle qui regroupe la foresterie, l'urbanisation, l'agriculture et qui ait plus de travail en silo. Le souci, c'est les modèles. On n'a pas de modèle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait trancher les politiques? C'est le modèle. Tant qu'ils n'ont pas un modèle sur la table qui leur dit comme ça marchera mieux, ils ne feront pas. Ils le disent d'ailleurs. Si vous êtes capable de faire mieux, faites-le, mais montrez-nous-le. L'INREA l'a fait pour l'agriculture. Il faudrait le faire pour l'urbanisation, il faudrait le faire pour la foresterie. La foresterie, c'est catastrophique aujourd'hui. C'est catastrophique. On a... Non, mais c'est vrai. C'est de l'agriculture. C'est de l'agriculture. C'est des plantations d'arbres, c'est des tiges de carbone. Puisque le but, c'est de prélever du carbone et de stocker du carbone. C'est des tiges de carbone. Ça n'a aucune résilience. Le but, c'est le manque de modèle. Moi, je suis en train de travailler dessus, sauf que moi, je suis tout seul. J'ai créé un modèle de 26 pages pour former les élus à la résilience du territoire, à la tenue. Tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Parce qu'au moins, ils ont un modèle, ils ne peuvent pas dire « on ne savait pas ». Après, ils en font ce qu'ils veulent. Moi, je les forme, mais au moins, ils ont un modèle. Aujourd'hui, ce qu'on manque en France, c'est de modèles. Et des fois, vous savez, ça peut partir d'un pays. Il suffit qu'un pays il redresse sa résilience et que son économie elle arrive à fonctionner malgré qu'on n'utilise pas un modèle industriel, ça peut porter des voix. Parce qu'après, on ne peut pas porter des décisions pour les pays étrangers alors qu'on est en train de faire le contraire en France. Ça ne marche pas. Mais pour faire le contraire en France, il faut qu'on ait de la matière. Aujourd'hui, on n'a pas de matière. Sur l'urbanisation, il y a eu la loi ZAN qui a été portée. C'est pour l'artificialisation des terres. Donc aujourd'hui, on est obligé de construire autour des zones déjà construites. Là, il y a le PLU qui a été voté à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'était pourquoi? Le PLU, c'est le plan de la... Oui, le PLU, je connais, mais il a été voté pourquoi? Par rapport à l'artificialisation, on a le droit d'artificialiser avec 2,5%. À Saint-Jean-Pied-de-Port? Avec la loi ZAN? Là, c'est le PLU, on peut artificialiser 85%. Il faut garder que 15% de pleine terre. Le souci, il est là avec les PLU, c'est qu'on croit qu'on protège avec un PLU. Ça date de l'année dernière. Hein. Oui, j'entends. Mais en fait, on ne protège rien avec un PLU. La seule chose qui protège, c'est l'ORE. C'est l'obligation réelle environnementale. Et ça, c'est un contrat de droit privé qu'on fait chez notaire, avec une entreprise privée de droit à l'environnement ou une association. Et ça, la commune, elle ne peut pas le faire sauter. Ça veut dire que si vous avez une forêt, vous mettez un contrat ORE dessus. Le contrat ORE, il peut être de 5, 10, 15, 20, 30 ans, jusqu'à 99 ans. Il précède la vente, parce que l'ORE, il est lié au terrain. Ça veut dire que si vous vendez votre terrain, le futur acquéreur, il est obligé de respecter le contrat ORE. Et donc, il est conscient que quand il achète le terrain, il y a un contrat de droit privé. Et ça, c'est un contrat notariable qui est très puissant et qu'on n'utilise pas assez en France et qui n'est pas trop connu. Et ça surpasse largement le PLU. Une commune peut très bien faire un maire, il peut très bien faire un PLU sur des forêts, une ORE, pardon, contrat de droit privé sur des forêts, et les mandats suivants devront le suivre parce que l'ORE, ils ne peuvent pas le casser comme un PLU, ils ne peuvent pas le changer. Alors le PLU, je sais, c'est très simple. Moi, je vois Metz, il y a une partie d'un sol qui est en train de se revégétaliser, donc il y avait quelques arbres dessus, et j'ai écho que le PLU il est en train de changer et qu'ils veulent faire des quartiers dessus. Donc je vais à la mairie, je leur dis, écoutez, apparemment vous avez racheté le terrain et beaucoup plus cher, 100 fois le prix. Puis je trouve ça bizarre, c'est pour faire des constructions.